Là, en fait, tout le monde commence à être persuadé que Luffy va revoir Shanks et que c'est le moment de revoir Shanks. Il y a quelque chose qui me fait penser un petit peu le contraire. Après, c'est que mon avis, et en plus de ça, j'en suis pas totalement sûr. Quand il a gommé Kid, il a dit il est temps pour moi de quitter l'île. Quand il quitte l'île, souvent, c'est comme par exemple au village de Fushia, il part et il part pendant très longtemps. C'est vrai qu'au niveau des dessins, Oda, il a fait une masterclass. Franchement, le chapitre était vraiment magnifique. Des planches hyper détaillées, en plein mouvement et tout. Il y avait vraiment quelque chose, hein. Franchement, en termes d'endurance et de résistance, Kizaru est plus endurant et plus résistant que Luffy. Je suis désolé. Comme je le dis à chaque fois, le Gear 5 fait beaucoup plus de dégâts à Luffy qu'à Kizaru lui-même. Donc ça. Ça nous plonge dans la mémoire des géants. La mémoire des géants, c'est quelque chose qui est très impressionnant parce que cette transmission de mémoire, elle va pas être que culturelle à travers la transmission des études, etc., mais également juste de génération en génération. Un géant pouvant vivre environ de 300 à 400 ans, c'est comme si votre père était un révolutionnaire lors de la prise de la Bastille. Le mec a pris la prise de la Bastille et il vous raconte ça parce qu'il y était, et son père à lui, donc votre grand-père, était un conquistador qui découvrait les Amériques. Votre grand-père était un conquistador et il vous raconte ces histoires. Donc imaginez ce qu'un grand-père de géant peut raconter. Maintenant, sachez que Jarl et Yorl, qui ont respectivement environ 350 piges, avaient également un papa et puis un grand-papa. On se rend compte alors que le grand-père de Jarl a vécu le siècle oublié et du coup a pu lui raconter lui-même. Donc c'est très important de comprendre pourquoi Eiichiro Oda a laissé cette île à la toute fin. C'est parce que les habitants même peuvent vous raconter ce qu'il s'est passé il y a 800 ans. わずかに生き残った者たちは都市の残骸とポーネグリフをひっそりと見守る番人となったのだ。それが俺たちの直接の先祖なのか。アッパーヤードは我らの故郷であると同時に時の闇に消えた重要な歴史を。 Mais c'est vrai que les géants, à cause de Ça leur crée âge, un très beau parallèle, je trouve. ils sont vraiment. Il n'y a pas beaucoup de générations entre là et le siècle oublié. Et ça, c'est ouf, tu vois. Genre, pour un humain lambda, on dirait maximum 10 générations, voire plus. Enfin, minimum 10 générations, voire plus. Alors que les géants ont 3 générations, c'est le siècle oublié, tu vois. Avec le personnage de Wiper, descendant de Kalgara, descendant de la flamme de Chandora. Et pourtant, lui ne sait pas ce qu'il doit faire, comme Kalgara avant lui. Et l'ancêtre du village qui lui explique l'histoire de Kalgara ne sait pas non plus. Et c'est ça, toute la beauté de One Piece, mais surtout la dangerosité des géants pour le gouvernement mondial. Parce que eux, leur mémoire, elle peut être transmise. Wiper ne pouvait pas savoir. Mais Dory et Brogy, eux, ils savent. Et alors, nous pouvions les observer au chapitre 633 s'affronter encore sur Little Garden. Et dans le ciel, les newsco de Big News Morgan distribuaient les journaux. Vous voyez où je veux en venir, c'est bel et bien Luffy qui a arrêté sans même le savoir ce combat centenaire. Parce que comme Shanks au chapitre 1054, en voyant l'avis de recherche, comprenait que Luffy était Nika, il nous disait littéralement alors c'est ça. Dory et Brogy, en voyant l'avis de recherche tomber sur Little Garden, ont dû se dire merde, il est de retour. Et c'est la seule et unique chose qui pouvait surpasser leur ego gigantesque. Sans mauvais jeu de mots, Luffy a donc arrêté leur combat. Et c'est tout naturellement qu'Eiichiro Oda a décidé donc de montrer Shanks avec Dory et Brogy au chapitre 1076. Shanks le disait, j'en ai perdu la notion du temps. Preuve qu'ils ont dû rattraper le temps ensemble et parler de Luffy, parler du retour de Nika et indiquer la prochaine destination, Egghead. Après, je sais pas si j'ai tout bien compris. Mais en gros, moi je suis d'accord avec tout, sauf un truc, et je sais pas si c'est ça qu'il voulait dire ou pas, c'est qu'ils pensent que c'est grâce à Luffy qu'ils ont arrêté de combattre. Le fait que Luffy les ait sauvés et qu'ils ont arrêté de combattre, ça je suis ok. Mais pour moi, la fiche de Nika, c'est pas ça qu'a mis l'élément déclencheur, tu vois. Donc pour moi, Luffy a oui a fait arrêter de combattre Dory et Brogy, mais à l'époque où c'était pas encore Nika. C'est pas grâce à Nika, c'est plus, voilà, c'est plus grâce à Luffy qu'à Nika, c'est ça que je voulais dire. それが印刷所と連絡が取れずとにかく
発行を止めろ。 Voilà pourquoi l'auteur insistait au chapitre 1053 sur l'erreur d'impression du gouvernement mondial et surtout sur l'enthousiasme de Big News Morgan à partager la nouvelle dans le monde entier. Si Eiichiro Oda au chapitre 633 nous montrait Dory et Brogy recevant le journal, ils ont dû recevoir le News Economic Journal il y a quelques semaines après la bataille d'Onigashima. C'était alors qu'une question de temps au final pour que les géants comprennent que le dieu du soleil est revenu, car Vegapunk nous le disait déjà au chapitre 1069, il avait pu faire le lien entre Luffy et Nika grâce aux connaissances qu'il avait acquises sur Elbaf. Mais alors, cette dangerosité des géants vis-à-vis du gouvernement mondial, elle s'explique par le fait que lorsqu'ils ont vu la prime de Luffy, donc Joy Boy comme Shanks, ils ont immédiatement reconnu Nika. Ils ont une vision très claire, encore aujourd'hui, pourtant 8 siècles après les événements du siècle oublié, de à quoi ressemble le Joy Boy. Pour que ce soit très clair dans leur tête, il est fort à parier que ce Joy Boy, on le sait, il devait être pote avec tout le monde sur Terre, devait être vraiment ami avec les géants. Et ça nous rappelle le fait que Luffy, depuis qu'il est en Gear 5, adore adopter cette nouvelle forme de géant, que ce soit contre Kaido ou contre Kizaru plus tard sur Egghead. Ça lui va très bien Luffy d'être aussi grand que Dory et Brogy, et on les voit bien pouvoir faire la fête comme il fait pourtant avec Chopper et Usopp. Alors cela sous-entendrait qu'enfin peut-être on aurait la réponse de pourquoi il existe un chapeau géant sous Pangea présenté dans le chapitre 906 de One Piece. Tout bonnement peut-être parce que c'est les géants qui le lui ont fait en fait, lorsqu'il se transforme lui-même en géant pour qu'il puisse pouvoir se protéger du soleil. Et ça rappelle le fait que Oz Junior avait lui-même reçu un chapeau traditionnel de Wano Kuni, Kasa lui-même fait par Portgas the Ace. Donc si on avait vu cet énorme Kasa sans avoir vu Oz Junior au préalable, on se serait posé 1000 questions, on aurait dit mais comment c'est possible, un Kasa géant, il aurait existé un samouraï de 30 mètres de haut. Et bien en fait c'est sûrement ce qui s'est passé pour Joy Boy, et cette relique a été capturée par le gouvernement mondial. ルーシーか。 麦わらのルフィがいるのかと思ったぜ。違うに決まってる。本物は8 Donc pour eux, c'est pas Joy Boy le chapeau. Toute cette histoire de Luffy géant nous plonge une nouvelle fois dans le Colisée de Dressrosa, où au chapitre 704, Eiichiro Oda aurait pu implanter un foreshadowing en nous disant que les guerriers du Nouveau Monde pensaient tous que Monkey D. Luffy était un géant qui mesurait plusieurs mètres de haut. Ouais, Et c'est moi, ça. Ça, c'est lourd, ça. C'est vrai que en fait, il a une réputation au-dessus de ce qu'il est vraiment. Et vu qu'il est tellement fort, tu vois, il fait des trucs. On va dire que la rumeur dépasse la personne, tu vois. Il est tellement surcoté par les gens. Mais après, pas surcoté. Surcoté à juste titre parce qu'il est vraiment fort. Mais en fait, on a du mal à imaginer qu'un gamin tout débile, tout bébête, ce soit lui le level empereur qu'on voit dans chaque arc depuis Wano. Et du coup, c'est marrant de voir qu'ils ont tous une image exagérée un petit peu de Luffy. Même si dans les faits, en termes de puissance, c'est réel. Mais en termes d'image, c'est pas réel, tu vois. Aller plus loin, cela implique donc que Luffy est en réalité Nika, mais en fait c'est plus que ça, c'est que Nika est Luffy, et c'est le serpent qui se mord la queue. Vous connaissez notre théorie, on vous invite à la voir, elle est dans la description sur le voyage temporel qui impliquerait selon nous que Luffy est en réalité Joy Boy, et que c'est la même personne. Et ce chapeau géant implique tout bonnement que c'est Luffy qui avait son chapeau, et lorsqu'il était en forme normale, il avait son beau chapeau de paille que l'on connaît aujourd'hui, puisque c'est celui qu'il a donné à Roger, avant que celui-ci ne le donne lui-même à Shanks, avant que ce dernier finalement le rende à son propriétaire originel, Monkey D. Luffy. Donc pour eux, ils sont toujours sur la théorie de la boucle temporelle. Mais je crois qu'elle a été invalidée de ouf, la théorie de la boucle temporelle. Parce que Franky, c'était censé être Vegapunk, ça l'est pas. Y a plein de trucs qui fait que en vrai, c'est beau, tu vois, mais je pense pas que ce soit ça. Hein. Je pense clairement pas que ce soit ça. Je pense vraiment que les Japonais, ils ont plus d'intérêt à faire quelque chose en mode la réincarnation, la transmission de la volonté, etc., que de faire quelque chose en mode boucle temporelle, c'est la même personne qui fait la même chose, etc., etc. Donc je pense pas que Oda s'est dirigé là-dessus. J'espère. Après, je sais pas. Ça aurait été joli, mais là, ça commence à devenir de plus en plus difficile. 受け継がれる意志時代のうねり人の夢
これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。 Et pour finir en beauté, ce qu'on estime être vraiment très très beau dans ce chapitre, ce sont les phrases de Dory et Broggy, plus particulièrement celle de Dory à la fin qui disent « Ne savent-ils pas qu'il existe pourtant des choses qui dans ce monde ne peuvent être arrêtées ?» C'est magnifique parce que cette phrase, si vous êtes vraiment un vrai fan de One Piece, là il y en a la moitié qui sont en mode comment ça. Je veux dire, c'était il y a quand même vingtaine d'années, lorsqu'au chapitre 100 pile de One Piece, Eiichiro Oda avait dessiné des paroles exclusives du narrateur de Goldie Roger. Pris d'un élan, Oda il s'est dit je vais marquer des citations de Roger ici, et des citations qui vraiment ont pris tellement de forme, en plus avec l'opening de Believe, qui présente pour la première fois en plus Dory et Broggy, c'était vraiment l'opening de Dory et Broggy, et dans ce générique on a les paroles du coup du chapitre 100, la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Et ça je pense que si Eiichiro Oda il a pris le temps de le mettre au chapitre 100, c'est franchement pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment toute la définition cachée de One Piece, à la fois du sens métaphorique mais également du spoil narratif que représente 106 tomes de One Piece. Luffy, Nika, la liberté, plus tu es libre, plus tu souris, plus tu es fort, et qu'il y a les rêves, et Luffy bat les rêves des autres, et le sien c'était quelque chose qui traverse le temps puisque c'était il y a 800 ans, et on nous dit que à travers le temps, les rêves, comme le temps, ne peuvent être arrêtés, et il a fallu attendre du coup 1006 chapitres de plus pour qu'on nous dise enfin de la part de Dory, mais c'est bizarre, ne savent-ils pas qu'il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent être arrêtées? Brillant. Et c'est sans compter les paroles de Silver Riley au chapitre 603 sur les falaises de Sabaody qui nous disait également que tout ce qu'il se passe est inévitable et que petit à petit le destin prend forme inexorablement. On a toute cette poésie qui tourne autour de la passion et des rêves qui ne peuvent pas être arrêtés. Alors ici, bien évidemment que Dory et Broggy vont retrouver Luffy, et c'est les fils. C'est incroyable parce que je me dis qu'au final, la prochaine étape c'est quoi? La prochaine étape c'est que Luffy retrouve Shanks, et je trouve ça mais fascinant pour une histoire sur si long terme de proposer une telle expérience. Je pense que beaucoup de fans de One Piece n'étaient même pas nés en 1999, lorsque Dory et Broggy étaient introduits. Et aujourd'hui, on y est 2024, et ils ont pas changé, vu que c'est des géants. On a tous grandi, certains ont vieilli, mais eux, c'est les mêmes, et ils sont de retour. Et du coup, la caméra elle est vraiment bien placée. Et juste pour en revenir à Dory et Broggy, en vrai ouais c'est vrai que leur introduction et le fait qu'ils soient là maintenant porte tout son sens, tu vois, surtout maintenant qu'on va arriver à Elbaf et tout. Là on dirait qu'Oda commence déjà à préparer le prochain arc. Ensuite il y a aussi Shanks. Là en fait tout le monde commence à être persuadé que Luffy va revoir Shanks et que c'est le moment de revoir Shanks. C'est vrai que là il y a énormément de choses qui font penser ça, comme le fait que Shanks lui-même a dit Luffy on va bientôt se revoir, etc., mais il y a quelque chose qui me fait penser un petit peu le contraire. Après c'est que mon avis, et en plus de ça j'en suis pas totalement sûr, c'est juste une impression. Et du coup là en fait il y a Shanks, il a dit, quand il a gommé Kid, il a dit il est temps pour moi de quitter l'île. Et du coup, quand il quitte l'île, souvent, c'est comme par exemple quand on l'a vu il y a très longtemps à Goa, dans le royaume de Goa, là, au village de Fushia. Il part pendant très longtemps. Et quand il revient, c'est vraiment très très longtemps après, tu vois. Du coup, je pense que là, il est parti pour faire quelque chose d'important et qu'il reviendra, mais pas tout de suite. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que Shanks n'est pas venu de lui-même à retrouver Luffy. C'est parce que justement, c'est Dory et Broggy qui s'en chargent pour l'instant parce que Shanks est sûrement occupé ailleurs en train de faire quelque chose de très important qui pourrait être s'occuper de Barbe Noire. Ça pourrait être clairement ça. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, il y a une potentielle chance qu'on retrouve un ancien membre de l'équipage de Roger à Elbaf. Donc ça pourrait être le moment d'introduire peut-être U-Rouge, même si c'est peut-être pas le moment. Un ancien membre de l'équipage de Roger, tous les géants, etc. en rapport avec l'histoire des géants. Peut-être revoir la flotte de Luffy, une partie de la flotte de Luffy. Et peut-être que c'est ça qui va causer le prochain incident qui a été teasé à la fin d'Alabasta. Donc là, j'ai l'impression que les pièces du puzzle sont éparpillées et qu'il va falloir tout regrouper et que Elbaf va être
un moment décisif. Et c'est assez logique quand on sait que Elbaf a été teasé tout au début de l'œuvre, bien avant tout ce qu'on peut imaginer. Comme par exemple tout le Nouveau Monde et tout, on n'avait pas trop d'informations alors qu'on connaissait déjà Elbaf, Terre des Géants, etc., etc. Donc ça, je trouve ça ouf. Et Oda est vraiment très très fort, masterclass. そういやあの手配書何なんだ髪白くなったのかと思ってた新聞も騒いでたぞああ、あれはへへ俺が自由になった姿だなんだそれ Mais alors si les retrouvailles entre Dory, Brogy et Luffy sont très attendues, il y a aussi une rencontre qu'on attend tous de voir, c'est celle entre Nika et Kuma. Enfin, ça y est, le boucanier va avoir sa récompense. Il va pouvoir observer celui qu'il prie depuis tout petit, le dieu du soleil, Nika. Bonnie est là et l'observe et fait enfin le lien. Monkey D. Luffy est celui que son père a sauvé. On remarque alors que Luffy est un pari sur l'avenir de Kuma, tout comme il a été le pari sur l'avenir de Shanks le Roux, qui était prêt à perdre un bras pour lui. Kuma a fait exactement la même chose, parce qu'il a sauvé sa fille en abandonnant son humanité, mais lorsque sa fille pourra observer le soleil et que la saphirite ne fera plus effet sur son corps, qui allait la protéger? Eh bien ça, Kuma devait le savoir. Voilà pourquoi il a séparé les Mugiwara il y a 2 ans sur Sabaody, pour les protéger, parce que lui-même le disait, ils ne sont pas encore prêts. Mais ça y est, tout cela, c'est grâce à Kuma. 心に留めとけ。この一味にとってバーソロミュー・クマは結果的に大恩人だってことをな。そしてまたいつか出会う日が来てもクマはもう心なき人間兵器だ。 Franky le disait lui-même, on doit une fière chandelle à cet homme, parce qu'il est celui qui a sauvé le futur et qui permet aujourd'hui à Bonnie d'observer le soleil. Regardez ces 2 cases, on a un très beau parallèle pour nous montrer que, enfin, Kuma et Bonnie, grâce à Luffy, sont libres. De manière très attendue, le fameux Ordre 66 qu'on vous tease depuis plusieurs mois, où on estimait qu'il y allait avoir un niveau de hiérarchie supérieur au Gorosei, donc Saturne lui-même sur place, est en réalité attribué à Diewerly Bonnie. On se dit que ça aurait été quelque chose qui aurait été parfait avec Monkey D. Dragon, peut-être que c'est d'ailleurs toujours le cas, on ne sait pas, mais pour le moment, ce pouvoir est attribué à Bonnie, puisque Vegapunk nous avait dit dans le chapitre précédent qu'il trouvait ça vraiment très regrettable que Bonnie soit tuée par quelque chose qui ressemble à son padré. Du coup, on a la suite de ce monologue cette semaine qui nous dit, en réalité, t'inquiète pas Bonnie ma petite Ross, je vais mettre un ordre secret qui fait que si tu préfères que les pacifistas s'en prennent à autrui, tu peux, vas-y, fonce. Et de ce fait, dans sa détresse, Bonnie va retourner les pacifistas contre la marine d'ailleurs. Et Shiroda là, il a été quand même vraiment très brillant dans ces explosions. Sauf qu'il y a beaucoup de substances, les bateaux qui pètent de partout. C'était magnifique. Même Dory et Brogy à la fin, c'est vraiment magnifique. Mais alors les explosions, j'ai envie de les manger. Au niveau des dessins, cependant, c'est vrai qu'au niveau des dessins, Oda il a fait une masterclass. Franchement, le chapitre était vraiment magnifique. Des planches hyper détaillées, en plein mouvement et tout. Il y avait vraiment quelque chose. Hein. Franchement. À savoir si cet ordre peut s'appliquer à l'ensemble des créations de Vegapunk, à savoir donc les séraphins, puisque c'est un atout vraiment très important pour la suite de l'œuvre. C'est les êtres humains les plus puissants du monde, comme le dit Vegapunk lui-même. Cependant, celui-ci a précisé dans son monologue: je ne laisserai pas quelqu'un avoir la même tête que ton père te faire du mal, et de ce fait, j'ai mis un ordre qui fait que n'importe qui a la tête de Kuma ne pourra pas t'attaquer. Potentiellement, le S-Beer également pourrait répondre à Bonnie, mais pas les autres. Alors, dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que Bonnie a le pouvoir de contrôler les 50 pacifistas Mark III ainsi que tous les séraphins, ce qui en ferait d'elle une arme antique, la meuf. Hein, je veux dire, vous avez Poséidon qui contrôlerait les mers, mais alors sur Terre, il y a Bonnie qui fait la loi. Hein. C'est vrai que le pouvoir de Bonnie, déjà avec... non, en vrai, je pense qu'elle contrôle que les pacifistas. Les séraphins, comme il l'a dit, Vegapunk, il a fait en sorte de les mettre. En plus, on a théorisé là-dessus. Clairement, pour moi, les séraphins, pas du tout. Même le S-Beer, déjà, c'est pas sûr, tu vois. Le S-Beer, c'est pas sûr. Parce que justement, il a pas vraiment la même tête que Kuma. Il a pas le même âge.
Donc il y a moyen, c'est le seul où il y a moyen, les autres je pense pas du tout. Avec son fruit du démon si spécial et aujourd'hui avec le contrôle des séraphins et des pacifistas, serait littéralement un des personnages féminins les plus puissants de toute l'œuvre. C'est ultra intéressant mais aussi très intriguant, donc on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Parce que si puissante qu'elle est, elle a toujours 12 ans et donc elle n'a pas eu le temps de sauver le professeur Vegapunk. Alors est-ce que Vegapunk va mourir? En effet, tout comme un capitaine avec son navire, il semblerait que Vegapunk va couler avec Egghead. Et donc, un parallèle clair pourrait être fait entre les deux grands professeurs de One Piece, Clover et Vegapunk, les deux disparaissant dans les flammes avec leur île et avec le savoir que cela représente, mais ayant le temps tout de même de transmettre la connaissance au futur. Si la volonté de Clover fut transmise chez Nico Robin pour l'archéologie, la volonté de la science et de Vegapunk pourrait être transmise chez Franky. Et le rêve du génie de trouver une énergie réutilisable à l'infini pourrait être réalisé par Luffy et son pouvoir solaire. Alors du coup, dites-le nous en commentaire. Est-ce que vous voyez le professeur Vegapunk mourir sur Egghead Island ou bien est-ce qu'il va suivre les Mugiwara sur Elbaf? On aimerait beaucoup connaître votre avis. Pour le coup, je suis pour. Sur une autre note un peu plus négative, j'aimerais émettre une crainte qui est celle de l'utilisation des Mugiwara sur Egghead Island. J'ai peur de voir un équipage inutile face à l'intrigue qui se concentre autour de la figure de Nika et de Luffy. Tout tourne toujours un petit peu trop autour de lui. Certes, Luffy c'est un personnage qui est super attachant, qui est très solaire, qu'on adore tous. Je peux pas m'empêcher de voir l'absence dans l'action des Mugiwara. Par exemple, Sanji, véritable machine de guerre du Germa, capable de s'auto-régénérer, invincible, capable de se déplacer à la vitesse de la lumière, de devenir invisible, de créer des flammes lui-même ultra chaudes, ne sert à rien. 1 milliard de berries sur une tête, c'est pas pour faire joli normalement. Lorsqu'on sait que Marco à Marineford avait 1 milliard. Ouais, ils sont trop durs. 300 millions et qu'il a ridiculisé Kizaru. Jinbei a plus d'1 milliard. Qu'est-ce qu'il fait? Nico Robin. Et ça c'est... Ils sont trop durs. En plus là, cette scène, je suis désolé, Marco il a pas ridiculisé Kizaru parce que Kizaru a fait la même chose. Là par exemple, Marco il va lui mettre un coup de pied qui va l'envoyer valser. Et Kizaru va faire la même chose, il va envoyer valser Marco et Marco va être, je dirais pas KO, mais il va rester au loin, tu vois. Et pour moi, il y a une sorte... Il n'y a pas quelqu'un qui sort du lot, tu vois. Après... Évidemment, vu qu'on est du côté de Barbe Blanche en tant que lecteur, on va tout le temps les mettre un peu plus au-dessus et les trouver un peu plus attachants que les amiraux. Ça, c'est une certitude. Mais en termes de combat factuel, en vrai, pour moi, il y a pas eu trop de dégâts du côté de Marco et pas eu trop de dégâts du côté des commandants, tu vois. Et même limite, les amiraux, ils ont fait plus de dégâts à l'équipage de Barbe Blanche que le contraire, tu vois. Parce qu'on sait que Jaws a potentiellement perdu son bras. Et on sait que Marco a été blessé, mais bon, lui, on s'en fout, parce qu'au final, il s'est régénéré, pardon. Et pour Barbe Blanche, il en est mort, quoi. Après, évidemment, c'est Barbe Noire qui l'a achevé, mais Akainu lui a fait quand même 2 trous légendaires dans la poitrine, et il en a payé le prix. Donc lui aussi a pris des dégâts, et d'ailleurs, c'est le seul à avoir pris des dégâts du côté de la marine en termes d'amiraux. Mais évidemment... moi, personnellement, je suis quand même du côté des pirates, au calme, tu vois. En vrai, je suis même du côté de Barbe Blanche largement. Mais pour moi, il y a quand même un équilibre, tu vois. Oda, on dirait qu'il a vraiment respecté, vraiment en termes d'analyse pure, Oda, il a vraiment respecté les amiraux pour les laisser sur son piédestal. Pas pour rien. Par contre, il va justement les mettre comme de mauvaises personnes en termes de psychologie, en termes dans la manière de leur justice, de gérer leur justice. Là, Oda va être très dur avec eux, mais en termes de combat, il a fait en sorte de les respecter, parce qu'ils doivent représenter d'une part la justice et la menace qu'ils ont, et ils sont obligés, je pense que Oda s'est senti obligé de les mettre suffisamment forts pour qu'ils puissent... Après, c'est que mon avis, hein, je le dis tout le temps, c'est que mon avis, mais j'ai l'impression qu'Oda les fait respecter en mode, il les garde à un certain niveau et à une certaine résistance pour que justement ils puissent endosser leur rôle d'amiral, tu vois, leur rôle de haute autorité de la marine, tu vois.
Et pour moi, c'est respecté. Comme on le voit avec Ed, franchement, en termes d'endurance et de résistance, Kizaru est plus endurant et plus résistant que Luffy, je suis désolé. Comme je le dis à chaque fois, le Gear 5 fait beaucoup plus de dégâts à Luffy qu'à Kizaru lui-même. Donc ça, faut le noter. Et c'est pas de simples personnes qu'on peut rayer de la carte. Tu vois. Malgré le chaos qu'il a pris, il est revenu bien avant Luffy. Ridiculisé